Probably today it's time to carry on this debate also in a very rational base. A sunnier weather will help us. So dear ministers, excellencies, presidents, dear guests, we will start tackling the issue of recovering from the economic crisis, starting with welcome speeches by Mr. Kemal Dervish, Ms. Ümit Boyner, and Deputy Minister of European Affairs, Mr. Alaaddin Büyükkaya. So, Mr. Dervish, please. Messieurs, Mesdames les ministres, chers amis, chers collègues, chers invités, députés, sénateurs, sénatrices, c'est vraiment un grand plaisir d'être là. Je peux vous accueillir, puisque c'est ma ville natale. Je l'ai aussi représenté au Parlement turc. Et même j'étais à la Convention pour l'avenir de l'Europe en tant que député d'Istanbul. Donc je peux vous dire le bienvenu. Et beaucoup de remerciements de la part de l'Institut du Bosphore, que dirige avec beaucoup de force et des vues vraiment très bien développées, des amis et surtout Bahadır Kaleas. Je lui remercie beaucoup et toute son équipe pour cette organisation. Alors, je vais toucher dans ces remarques d'introduction trois sujets, en fait. Je vais essayer de les grouper sous trois ensembles. L'Europe d'abord, la France et la Turquie, très rapidement. Après, on en discutera plus longuement. L'Europe, évidemment, on le sait tous, il y a une crise qui n'est pas seulement une crise du Sud, mais qui est aussi une crise de l'Europe en tant que projet pour l'avenir. Je crois que cette crise va être surmontée. L'Europe a eu d'autres crises. Je crois que c'est quand même la plus grave parmi toutes les crises qu'on a vécues dans les dernières décennies au moins, dans le projet d'Union européenne. Mais je pense qu'en même temps, c'est une opportunité justement pour régler certains problèmes et pour rendre compatible l'union monétaire avec une gouvernance économique, monétaire et fiscale qui puisse fonctionner à long terme. Et dans cette perspective-là, je pense qu'il y aura une union, un noyau européen au centre qui sera beaucoup plus intégré aussi sur le plan politique. Car en dernière analyse, mon opinion, c'est que ce qui manque le plus à l'Europe maintenant, ce n'est pas les solutions économiques, ce n'est même pas la faiblesse de l'économie européenne. La zone euro a un surplus de la balance des paiements courante de presque 100 milliards de dollars aujourd'hui, comparé à un déficit de 500 milliards de dollars en Amérique. Donc, quand on regarde l'ensemble de l'Europe, disons même de la zone euro, ça va plutôt bien, dans un certain sens. Mais ce qu'il n'y a pas en Europe, c'est une Europe où le mécanisme politique fonctionne, où des décisions peuvent être prises au niveau de la zone euro, où il y a suffisamment de cohésion politique pour que les décisions puissent être prises beaucoup plus rapidement qu'elles ne le sont. Moi, je suis convaincu, je connais la Grèce très bien, la Grèce a fait de très grandes erreurs, mais la Grèce ne serait pas dans l'état où elle est aujourd'hui si l'Union européenne avait pu prendre des décisions rapides, avec les Grecs évidemment, en coopération, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Si on attend 2-3 ans pour traiter une maladie, cette maladie devient presque mortelle. Donc je pense que c'est là vraiment le cœur du problème en Europe, c'est les mécanismes et la rapidité avec lesquels il faut prendre des décisions. Je comprends évidemment que c'est très difficile. À 27, à 17, avec les États souverains, on ne peut pas... mais d'un autre côté, si vraiment l'union monétaire doit fonctionner, les mécanismes de décision doivent changer. Et il faut aussi que ces mécanismes ont une légitimité démocratique. Ne peut pas se faire juste entre des technocrates ou même entre gouvernements, il faut que les citoyens soient impliqués. Je crois qu'on va en parler beaucoup plus pendant cette réunion. Alors, il y aura un noyau européen beaucoup plus intégré, et puis il y aura d'autres pays, surtout le Royaume-Uni, l'Angleterre. Je pense et j'espère qu'elle restera dans l'Union européenne. Je pense que pour l'Europe, ça serait une très mauvaise chose si l'Angleterre s'en sépare. Je ne pense pas que ça va arriver, mais ce n'est pas tout à fait gagné. Et beaucoup dépendra aussi de la façon dont on va traiter ce problème. Alors voilà très brièvement ce qui est de l'Europe. Premier point. Deuxième point, la France.
deux choses que j'aimerais souligner en ce qui concerne la France, c'est que c'est une économie qui, quand on la regarde sur les 20-30 ans derniers, sur la longue durée, en fait, a eu une performance assez solide, finalement. Comparer le taux de croissance français au taux de croissance allemand, ils sont assez similaires. Si on prend 2 ans, les 2 dernières années, c'est différent. Mais si on prend 20 ans, 30 ans, la France, finalement, est un pays qui a eu une performance assez solide. Je pense qu'elle a devant elle beaucoup de défis aujourd'hui. Je pense que le gouvernement actuel a hérité, il faut bien le dire, puisqu'il n'est là que depuis quelques mois, d'une situation très très difficile sur le plan budgétaire et fiscal, qui est liée à la fois aux problèmes structurels de la France, qui reflètent beaucoup les problèmes des pays avancés, surtout l'âge de la population, bien que la France soit en meilleure position démographique que par exemple l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne. Donc il y a des problèmes vraiment réellement français, mais il y a aussi des problèmes européens dont la France fait partie. Ce n'est pas seulement les problèmes français. Alors je crois que des mesures de réforme très sérieuses sont nécessaires, c'est clair. Je crois que ces mesures doivent être prises et sont prises actuellement dans un esprit de dialogue et de, disons, de gradualisme social. C'est là la grande question. J'aimerais bien entendre un peu l'opinion de nos amis français là-dessus. Je crois qu'il est très important d'avoir ce dialogue social et de ne pas forcer les choses. Et il est très important que ce processus de réforme ait lieu de façon sans qu'il y ait rupture, sans qu'il y ait des luttes sociales, des protestations, des blocages sociaux très importants. D'un autre côté, il est vrai que les réformes sont nécessaires. On peut pas, il faut que le modèle français extrêmement solidaire reste solide. Moi, je suis tout à fait convaincu que, au fond, c'est un bon modèle. Et d'ailleurs, c'est le modèle européen dont le monde entier a besoin, un modèle de démocratie solidaire et sociale, à la fois économie de marché, mais aussi solidarité sociale. Mais d'un autre côté, on ne peut pas continuer à ne pas s'ajuster aux réalités du XXIe siècle, le fait que les gens vont vivre, enfin j'espère qu'on va tous vivre au-delà de 90 ans, même peut-être atteindre la centaine. On ne peut pas avoir le même système de retraite quand les gens vivent 95 ans que quand ils vivent 75 ans. C'est pas possible. Il faut bien s'ajuster, c'est clair. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire non plus que c'est juste une question d'âge. Ça peut être une question de cotisation, de gradualisme vers la retraite et tout ça. Mais je crois que des réformes extrêmement importantes sont nécessaires. Et toute la question, c'est la vitesse. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que la France a le temps? Ça dépend aussi un peu de l'Europe et de l'économie mondiale. Alors, deuxième point sur la France, et là je ne le dis pas parce qu'on est dans une réunion franco-turque, je l'ai écrit et publié. Moi, je pense que la France est plus importante pour l'avenir de l'Europe que l'Allemagne. Je ne veux pas dire que l'Allemagne n'est pas importante. Elle est extrêmement importante. Elle a une économie puissante, productive. Elle a fait d'énormes progrès dans la dernière décennie. Elle a une importance capitale. Mais sans la France, sans un succès français au centre de l'Europe, l'Europe risque de se diviser en deux, le nord et le sud. Sur beaucoup de plans, économiques, culturels, réactions épidermiques. Et la France est une sorte de connexion entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Il faut que cette connexion fonctionne. Et pour qu'elle puisse fonctionner, il faut évidemment que la France soit forte, performante et puisse jouer ce rôle en partenariat avec tous les autres pays européens. Et je pense continuer avec un partenariat spécial, très spécial et très fort avec l'Allemagne. Mais on sous-estime, je crois, dans l'opinion mondiale, et surtout aussi aux États-Unis quelquefois, c'est ce rôle de connexion que doit jouer la France et que personne d'autre ne peut jouer. La France est au centre, elle a des attaches avec toute la Méditerranée, avec les pays du sud de l'Europe, mais elle a aussi des attaches avec le Nord, elle est l'amie et le partenaire depuis des décennies de l'Allemagne, donc elle peut gérer les deux côtés. Si elle le gère bien, ça sera un grand bien pour l'Europe. Troisième point, donc la Turquie. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau et qui selon moi est important? C'est que la Turquie est vraiment, vraiment maintenant à la croisée des chemins.
Au niveau de l'Europe, il faut quand même se rappeler que le projet d'intégration, le projet, disons, d'intégration poussé, avancé avec l'Europe, n'est pas un projet qui date de 1963. Il ne date même pas de la République d'Atatürk de 1923 qui va fêter son 100e anniversaire en 2023, dans 10 ans. C'est déjà du temps des jeunes Ottomans, de la fin du 19e siècle. Tout le réformisme de la deuxième moitié du 19e siècle en Turquie était inspiré par les idées de l'Europe, de la Révolution française en grande partie. Beaucoup venaient de Paris, beaucoup de jeunes Ottomans écrivaient, vivaient même à Paris. Et donc la Turquie a été tournée vers cette Europe depuis très très longtemps. Et l'Europe a toujours eu des relations extrêmement étroites, que ce soit avec l'Empire ottoman ou la République. Bon, il y a eu la Première Guerre, l'Empire s'était écroulé. J'ai pas le temps, c'est pas le temps d'un grand discours aujourd'hui. Mustafa Kemal Pacha, Atatürk, s'est battu contre des obstacles terribles. Les États qui ont gagné la Première Guerre, y compris la France et l'Angleterre surtout, en fait, voulaient plus ou moins éradiquer la Turquie du monde. Il n'y aurait plus de Turquie s'il n'y avait pas eu Atatürk. Et elle était partagée entre l'Italie, la Grèce, la France et d'autres puissances gagnantes. Atatürk a réussi à gagner la guerre, et d'ailleurs pendant la guerre d'indépendance, il s'est allié avec Lénine, il a utilisé le califat, il a utilisé la solidarité musulmane, il a tout fait pour gagner cette guerre. Mais dès qu'il l'a gagnée, c'était clair que malgré l'autoritarisme de son régime en Turquie, il était tourné vers l'Europe et en fait vers les démocraties européennes. Il n'a pas cherché à s'allier au régime fasciste, il a cherché l'alliance avec la France, l'Angleterre, les pays qui avaient voulu en fait faire disparaître la Turquie. Il a voulu que ce soit des alliés pour le lendemain. La Grèce, avec qui il y a eu des batailles féroces, et des centaines de milliers de morts, il y a eu un traité de paix avec la Grèce, un traité de paix d'amitié signé entre Venizelos et Atatürk, et je ne sais pas combien d'entre nous le savent, mais Venizelos, le grand homme d'État grec, a proposé Atatürk formellement pour le prix Nobel de la paix en 1934. C'est vous dire combien la revanche, un nouvel empire, était loin des visions d'Atatürk et de la République turque. Donc ce projet est un projet qui dure très longtemps, qui a beaucoup aidé à la modernisation de la Turquie, qui a beaucoup aidé à la démocratie en Turquie et à la paix, parce que finalement la Turquie a été un pays qui a toujours soutenu la paix dans la région. Elle n'a pas été interventionniste, elle ne s'est jamais laissée séduire par Mussolini et Hitler qui lui promettaient une revanche de la Première Guerre mondiale. Elle a toujours dit, nous on se concentre à l'intérieur de nos frontières sur le développement de notre pays et pas sur des visions expansionnistes et impériales. Et dans le cadre européen, on veut absolument faire partie de l'Europe. Il y a jusqu'à très récemment, 70-80% de la population en Turquie voulait faire partie de l'Union européenne. Et il y a eu beaucoup de difficultés. Des deux côtés, évidemment, en Turquie aussi, il y a eu des erreurs, il y a eu des faiblesses, mais on a beaucoup avancé. Le pays, en tant que pays, moi je suis membre du Parti républicain du peuple, social-démocrate, mais le gouvernement actuel qui est au pouvoir a fait beaucoup d'efforts et a fait beaucoup de progrès aussi, à la fois sur le plan économique et sur le plan social et démocratique pendant très longtemps. Ça a duré trop longtemps, on aurait dû faire des réformes plus rapidement, c'est vrai, mais il y a eu du progrès. Et malheureusement, l'Europe n'a pas vraiment répondu à ce progrès de façon sincère. Certains Européens l'ont fait, c'est certain, c'est juste. Mais l'Europe en tant qu'Europe ne l'a pas fait. Et c'est très dommage parce que c'était un processus extrêmement dynamique et je pense porteur de bonnes choses des deux côtés. Vous savez tous que la politique française sous le président Sarkozy était particulièrement négative et blessante même. Blessante, pas seulement négative mais blessante. Il y a eu beaucoup d'amis de la Turquie au sein du gouvernement du temps de Sarkozy. On en a un qui est là, qui est entre nous, d'autres aussi. Mais le président lui-même a été vraiment très négatif.
Et ça, il faut le dire, c'est la vérité. On ne peut pas contourner ça. Alors, on a beaucoup d'espoir maintenant pour un nouveau gouvernement, un nouveau départ. Et ce nouveau départ, je crois, doit s'inscrire dans cette nouvelle Europe. Parce que l'Europe, elle change. Et la Turquie change aussi, la région change. Et il faut maintenant voir comment on va coopérer, France-Turquie, dans cette région, dans la grande région européenne, qui doit se reconstruire après cette crise de l'euro. Alors très rapidement, Elisabeth Guigou l'a dit il y a 10 minutes à RFI, je suis tout à fait aussi d'accord avec elle, j'ai écrit la même chose dans un des journaux turcs il y a quelques semaines. Je pense qu'il y aura le noyau intégré politiquement au centre, et après il y aura des pays membres de l'Union. Ce n'est pas une relation privilégiée, membres de l'Union, qui seront une deuxième Europe dans une structure plus différenciée, telle que l'Angleterre. Évidemment, il faut que l'Angleterre reste, parce que si elle part, c'est encore un autre problème. Mais je pense qu'elle va rester malgré tout. Je n'arrive pas à envisager une Europe sans le Royaume-Uni. Et là, la Turquie peut prendre sa place comme le Royaume-Uni. Pas exactement la même chose peut-être, mais de façon très semblable. Et évidemment, en faisant partie des institutions du Parlement européen, de la Commission, mais ces institutions elles-mêmes vont être redéfinies et reconstruites selon cette nouvelle Europe. S'il y a une union fiscale très poussée et une union politique au centre, disons dans le premier cercle concentrique, je pense que les parlementaires européens devront voter sur certaines choses sans que les parlementaires anglais participent à ce vote. Et on peut envisager la même chose pour la Turquie. Je crois que c'est un nouveau départ possible. J'espère d'ailleurs que la Turquie elle-même va pouvoir proposer des choses et pas toujours attendre que les choses viennent de Berlin ou de Paris ou de Bruxelles, mais qu'elle-même s'implique dans ce processus et s'engage. Et je crois que là, on a une nouvelle chance de réaliser un rêve qui dure depuis des siècles et qui, je pense, est extrêmement bénéfique pour la Turquie, mais aussi pour l'Europe. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais si l'Europe veut jouer un rôle, si le monde ne doit pas aller vers le G2, je suis très heureux d'ailleurs que le président Obama ait été élu, ça c'est certain. D'ailleurs, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai passé la nuit d'abord à fêter Obama en Amérique et après dans l'avion. Donc je m'excuse si je suis un peu déséquilibré ce matin. Mais malgré tout, je ne veux pas d'une Europe, d'un monde G2, où il y a d'un côté la Chine, d'un côté l'Amérique. Et pour qu'il y ait un monde plus équilibré, avec les valeurs européennes de solidarité, de paix, disons de mondialisation régulée et maîtrisée par la démocratie, je pense que cette Europe doit peser. Or, elle ne peut pas peser si elle ne s'intègre pas ou si elle se désintègre. C'est très clair. Donc ce n'est pas seulement la Turquie et la France qui ont besoin de l'Europe, je pense que c'est le monde entier. Dernier mot sur la Turquie, il y a des grands défis. C'est vrai que l'économie a été très dynamique jusqu'à cette année, avec l'interruption de la crise de 2009, mais on a toujours un compte courant déficitaire très important. On est extrêmement dépendant des flux de capitaux externes. Alors, cette année, le compte courant va s'améliorer, mais parce qu'il y a beaucoup moins de croissance. La croissance, cette année, va être probablement, comme l'a dit le vice-premier ministre Babacan hier, de 3%. Bon, elle était de 9,5 et de 8,5. Donc, le changement disons, de 9, qui est un taux de croissance presque chinois, à 3, ce n'est pas évident. Il y aura des implications politiques. C'est très facile d'être extrêmement populaire quand une croissance économique est à 9%. C'est très facile pour les citoyens de ne pas trop s'inquiéter d'autre chose, même de certains reculs sur le plan des droits de liberté d'expression des journalistes, etc., qu'on a malheureusement vécu ces dernières 2 années, ou d'autres choses. Quand la croissance est de 9%, les gens se disent c'est vrai, mais 9% c'est fantastique, et d'ailleurs les ménages turcs en ont profité. Or, si la croissance devient médiocre, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas tout à fait la même chose dans un pays avec une population qui s'accroît aussi rapidement et où il y a encore des problèmes sociaux importants. Donc je crois que la Turquie va vers une période de débat plus disons, moins déséquilibré, dans le sens qu'il y aura une opposition ou un débat, disons, politique très fort sur beaucoup de questions. Et justement, pendant ce débat, si on perd carrément la perspective européenne,
je crois que le pays va en souffrir. Je crois que c'est très important que ces 2 prochaines années, on reconstruit, au contraire, on reconstruit cette perspective européenne dans les grandes lignes que j'ai essayé d'évoquer avec vous ce matin. Si la Turquie s'oriente totalement vers le sud et vers l'est, je pense qu'on y perdra tous. La Turquie perdra un rêve de centenaire et l'Europe perdra un partenaire qui pourrait l'aider à peser dans ce monde de façon beaucoup plus forte. Et aussi, d'ailleurs, l'Europe perdrait dans son ouverture vers la Méditerranée et dans son influence de paix, de solidarité et disons, des valeurs européennes dans toute cette région. C'est pour ça que je pense qu'on va vraiment vivre 2 années très, très importantes. Et la France peut jouer un rôle absolument extraordinaire. J'espère que le président François Hollande visitera la Turquie cet hiver, comme on l'a évoqué. J'espère que la France et la Turquie saisiront cette occasion. Et je suis sûr, quelles que soient nos orientations politiques et quelles que soient nos sensibilités personnelles, que ce groupe ici, grâce à l'Institut du Bosphore, grâce à vous tous et toutes qui êtes là, et grâce à M. Kaleas qui dirige si bien cet institut, je crois que ce groupe peut jouer un rôle absolument crucial. Merci beaucoup. Mr. Deputy Minister, distinguished guests, I would like to welcome all of you once again to the 4th seminar of the Institut du Bosphore. And we feel very privileged to have all of you here and to hear all the healthy discussions that we've started yesterday and we're going to continue today. Please permit me to continue my speech in Turkish from now on. Değerli konuklar, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde özellikle Fransa ve Türkiye arasındaki karşılıklı kültürel, entelektüel ve ekonomik etkileşimi artırmak amacıyla kurulan bu enstitüye biz TÜSİAD olarak çok özel bir anlam atfediyoruz. Bilindiği gibi AB'nin gelişleme sürecinde dinamizmi sağlayan yegane boyut sivil toplum diyaloğu oldu. Bu boyut sadece halkla ilişkiler değil, aynı zamanda kanaat önderleri ve karar vericilere yönelik çalışmaları da içeriyor. TÜSİAD'da AB sürecinin öncü sivil aktörü olarak bu dinamiğe kayıtsız kalamayacağından hareketle yurt dışı iletişim çalışmaları kapsamında 3 yıl önce Türk-Fransız ortak girişimiyle Institut du Bosfore'u kurdu. Enstitü 3 yıllık kısa geçmişine rağmen Fransa'da önemli bir boşluğu doldurdu diye görüyoruz. Türkiye, Fransa ve AB bağlantılı her konunun her yönüyle ele alındığı, Türkiye'ye yönelik algıların daha objektif, daha yapıcı bir yaklaşım ile dile getirildiği bir ortamı sağlama imkanını biz enstitü sayesinde bulabildik. Evet, daha önceki konuşmada da Sayın Derviş'ten de duyduğumuz gibi Türkiye'nin hem batısı hem de güneyi çok zorlu bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin ana ticaret partneri Avrupa Birliği devlet borçları krizlerinden kurtulmaya çalışırken birlik 21. yüzyıldaki kurumsal yeniden yapılanmasını oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'nin Orta Doğu'daki komşuları baskıcı rejimlerini değiştirerek demokrasi ve hukuk devleti oluşturma gayreti içindeyken bir yandan da yaşanan çalkantılı ortamın getirdiği siyasal ve sosyal istikrarsızlıklarla da karşı karşıyalar. Bütün bu kargaşanın ortasındaki Türkiye ise hem ekonomik büyüme ki evet 8,5'tan 3'e kadar düşen ve uzun bir süre devam ettirmek zorunda, sürdürmek zorunda olduğumuz bir yavaş büyüme dönemine giriyoruz. Siyasal istikrar ve demokrasiyi bir araya getirmeye çalışıyor. Bugün Euro bölgesindeki borç sorununun ekonomik olduğu kadar siyasal bir nitelik taşıdığını da biliyoruz. Ekonomik gelişmeler Avrupa'nın daha derine inen bir birliğe ve daha etkin bir yönetişime ihtiyaç duyduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Avrupa aynı zamanda ekonomik kültür açısından da reforma,
rekabetçiliğe, daha yenilikçi, daha esnek ve daha verimli bir sisteme ihtiyaç duyuyor. Euro bölgesindeki kriz değişik faktörlerle ilişkili. Bunlar arasında önceki genişleme döneminden kalma eşitsizlikleri dengeleme gerekliliği, sosyal refah sistemlerini tehdit edecek ölçüde demografik dinamizmden yoksunluk, emek verimliliği ve rekabet gücü açısından farklı düzeylerin bulunması gibi unsurları saymamız mümkün. Avrupa ülkeleri bu sorunların farkında, bence giderek artarak farkında. Siyasi kararlılığın güçleniyor görünmesi de nispeten iyiye işaret olarak alınabilir. Euro'ya güven duyulmasını sağlayacak tek etken de bizce bu siyasal kararlılık. Bu konuda Fransa'nın son dönemlerde gösterdiği çabaların krizden çıkış yönündeki kurumsal yeniden yapılanma sürecine ivme kazandırdığını da memnuniyetle gözledik. Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin giderek daha fazla önem kazanan bir Türkiye ile nasıl etkili bir birlik oluşturacağını da bundan sonrası için düşünmemiz gerekiyor. Tökezleyen üyelik sürecinin yarattığı olumsuz duygularla başa çıkmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği Türk iş dünyası için hala en öncelikli konuların başında geliyor. 1996'dan bu yana süren gümrük birliği ve süre giden yasal uyum sürecinin temelinde Türkiye bugün esas itibariyle Avrupa tek pazarının bir parçasıdır. Ticaret, yatırım, turizm, teknoloji, sosyal programlar, imalat sanayi, hizmet sektörü ve hatta günlük hayat standartlarımız açısından Avrupa Birliği Türkiye için bir ağırlık merkezidir. Avrupa Birliği politikaları ve düzenlemeleri Türkiye'de zaten büyük ölçüde benimsenmiş ve uygulanmakta olduğuna göre AB'nin dışında kalmak demek, uygulamakta olduğumuz politikaların karar mekanizmalarının dışında kalmak demektir. AB'nin politika üretme sisteminin bir parçası olmamak, Türkiye'nin hiçbir şekilde çıkarına uygun değildir. AB'nin Türkiye'yi başarıyla içine alarak genişlemesinin iki ön koşulu var bizce. Türkiye'nin demokratik ve ekonomik AB kriterlerini yerine getirmesi bu ön koşulların ilki. Türk iş dünyası, Türkiye'nin reform gündeminin ve bu hedefe ilerleyişinin arkasındaki yönlendirici ve sürükleyici güçlerden biri olmuştur ve olmaya devam edecektir. İkinci ön koşul ise Türkiye'yi başarıyla içine alan genişlemenin getireceği katkıyı tartmak açısından AB'nin daha akılcı bir küresel vizyonu benimsemesidir. Bu durum Avrupa değerlerinin, küresel yumuşak gücün ve ekonomik rekabetçiliğin bir zaferi olacaktır. Avrupa Birliği yumuşak gücündeki ve çekiciliğindeki aşınma üzerine kafa yormalıdır diye düşünüyoruz. Genişlemeyi ve ortak politikalar geliştirecek eş gücümü başaramayan, içine kapanan bir Avrupa Birliği'nin yumuşak gücü de bölgedeki etkisi de kuşkusuz azalacak, istikrarsız bir çevrenin ve rekabetçi bir dünya ekonomisinin karşısında önemini yitirebilecektir. Bu yüzden AB Türkiye ile ileriye dönük işbirliğini derhal güçlendirmelidir diye düşünüyoruz. Krizden çıkış, bütçe ve maliye dayanışması da dahil olmak üzere Avrupa içi bütünleşmenin derinleştirilmesiyle genişleme politikalarının optimum bir bileşimini gerektiriyor. Ulusal pazarların ve ekonomilerin bütünleştirilmesi ve başarılı bir parasal birlik pratiği zorunlu olarak mali uyumlaşmaya, hatta bir anayasaya dayalı siyasal birliğe doğru gidebilecektir. Bu açıdan Avrupa Birliği'nin yönlendirici gücü olarak Almanya, dayanışma yönünden sorumluluğunu üstlenmeli, Güney ekonomileri ise istikrar yönünden üzerine düşenleri yapmalı. Böylece Avrupa Birliği'nin ABD ve yükselen Çin karşısında daha rekabetçi hale gelmesini ve dünya politikasındaki yumuşak gücünü korumasını sağlamalıdır diye düşünüyoruz. Fransa'ya gelince 2012 yılındaki seçimler sonrasında oluşan yeni yönetimin bir önceki dönemdeki anlamsızca ve öngörüsüzce uygulanan müzakereleri